Ça marche. Voilà, c'est parti. Voilà, bienvenue. Merci. C'est la première fois que j'étais sur le podcast. Ouais, merci de l'invitation surtout. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vais peut-être juste enlever la bouteille, comme ça on la voit pas. Voilà. Mais ouais, du coup, je le présente, Robin Parmelin, donc c'est mon frère. Et je trouvais intéressant de l'inviter justement, de t'inviter, parce que t'as grandi dans une famille qui fait du vin. Moi, je suis encore en habit-travail, donc tu vois, on n'a pas le même métier. Et puis toi, tu fais complètement autre chose maintenant. Donc je trouve intéressant de t'inviter pour un peu avoir quelqu'un qui est entre moi, qui suis de professionnel dans le monde du vin, un client qui est complètement amateur, et puis toi qui as grandi dans une famille éduquée par le vin, disons, mais sans être le côté prod. Donc non, je trouve ça cool. Donc peut-être présente-toi, parle-nous un peu de ton parcours, ce que tu fais maintenant. Ouais, avec plaisir. Bon, je me considère quand même plus du côté amateur que du côté professionnel. Je sais pas où je me situe entre deux, mais voilà, moi j'ai jamais travaillé vraiment dans le vin. J'ai aidé le domaine depuis longtemps, plutôt sur la partie marketing, digital, etc. J'ai jamais vraiment travaillé à la production, à part pour me faire des sous, de l'argent de poche quand j'étais plus petit, les vendanges, des fois à la vigne. Ouais. Moi, mon background, comme tu le connais, c'est un peu plus dans la partie marketing, management. Donc j'ai fait HEC Lausanne. J'ai fait mes études dans la région, j'ai aussi été à l'étranger, voyagé, j'ai pas mal travaillé dans le monde du sport. C'est un peu là où je me situe aujourd'hui, c'est le monde du sport et aussi de la durabilité, qui est quand même une thématique qui m'est venue plus ou moins grâce au domaine, ou en partie parce que j'ai été en contact avec la vigne, avec la nature, etc. Donc je pense que ça m'a donné cette sensibilité et aussi l'éducation de nos parents qui m'a un peu dirigé vers cette voie. Maintenant, je soutiens toujours le domaine par-ci par-là. Je dépanne plus qu'autre chose, mais disons que je suis toujours de près ou de loin attaché au domaine. Et de plus en plus, je commence à m'intéresser au vin, au-delà de simplement déguster, essayer de comprendre, essayer de déguster aussi différents vins que je connais pas, essayer de sentir les arômes, un peu toutes les étapes qu'un débutant traverse quand il débute dans le vin. Et puis voilà, je me situe toujours au début. J'ai fait mon premier cours de vin à Changin il y a 3 mois de ça. Ouais. Donc un cours de dégustation, pardon. Ça en avait donné un une fois. Ouais, il y avait une fois un cours, donc Yoann nous avait donné un cours à des amis de notre groupe de dégustation où on avait comparé des vins, certains millésimes, certains cépages, etc. Et là, j'ai fait un cours un peu plus formel, donc dans le cadre de Changin, où on a vraiment vu un peu la théorie, la base sur le vin. Super intéressant, t'apprends plein de choses. Moi, comme tu disais, j'ai des bases parce que j'entends un peu les termes par-ci par-là quand on parle. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais genre millésime, tu sais ce que c'est. Par exemple, quelqu'un qui connaît pas le monde du vin, millésime, ça veut rien dire, alors que c'est l'année du vin, tu vois. Ouais. Mais millésime, cépage, des fois, ça parle pas tout le temps, c'est la sorte de raisin. Par exemple, un assemblage chardonnay chasselas, c'est pas un cépage, c'est un assemblage. Ouais. C'est pas monocépage. Donc ouais, c'est là où c'est intéressant. Déjà, t'es hyper curieux, genre de base, sans parler du monde du vin ou autre. Et puis après, vu que t'avais un peu déjà des notions et des bases liées à l'éducation qu'on a eue, qui était pareil, c'est intéressant de discuter avec toi parce que pour moi, t'es hyper enrichissant parce que tu sais, t'as le regard à l'extérieur du domaine. On ne t'es pas tout le temps en train de taffer ici et puis d'avoir, comme on dit, la tête dans le guidon. Et puis t'as justement un peu ce regard où tu peux dire, ok, moi en tant que client, je trouve ça intéressant, ça moins, ou vous devriez mettre l'accent sur ça, ou peut-être calmer ça. Et puis, mais tout en comprenant aussi l'intérieur, genre la colonne vertébrale du domaine, tu vois, parce que tu y as bossé. Alors peut-être pas à la prod, mais tu as donné des coups de main aux portes ouvertes, tout le site internet. Toi, tu as été surtout très bon dans le marketing et tout ça parce que c'est ta formation. Tu es même meilleur que moi alors que c'est moi qui l'utilise, mais parce que c'est ta formation. Et puis ça c'est une grande qualité. Je pense que j'ai une vue de la partie business plus que la partie production. Évidemment, moi, j'ai pas la main verte, je connais pas forcément la partie vigne, la partie cave. Ouais. Par contre, la vue business, entre guillemets, de par mon métier et puis de par le fait que papa il nous explique comme beaucoup de choses, et on voit ce qui se passe à l'interne, comment gérer les employés, comment savoir quoi faire quel jour, comment mettre des priorités, etc. Je pense que moi c'est la partie qui m'intéresse le plus, entre guillemets. Pas que la partie production m'intéresse pas, mais c'est pas mes qualités premières. Même si de nouveau j'apprends beaucoup parce qu'en fait il y a une entreprise qui tourne quand même derrière ça. On voit souvent la partie vin, mais moi ça m'intéresse la partie la partie entreprise, gestion d'entreprise, parce que même si c'est une petite boîte, ça reste quand même une boîte qui a grandi et c'est pas si simple que ça en a l'air à manager ou à gérer comparé à ce qu'on pense de l'extérieur, mais
Mais toi, c'est quoi un peu les choses que tu vois à l'avenir comme voilà, tu es dans cette transition avec papa, c'est quoi un peu les challenges qui t'attendent, tu penses, au sein du domaine? Je pense déjà le premier challenge, mais qu'on est déjà... Quand je dis on, c'est papa, maman et moi, vu qu'on est les trois encore sur le domaine. Euh, c'est de faire cette reprise tranquillement. Moi, j'ai pas envie d'arriver et de défoncer la porte et de dire je vais tout changer, c'est moi qui ai les meilleures idées de la Terre. J'ai la grande chance d'avoir un outil de travail qui fonctionne déjà hyper bien. On peut toujours l'améliorer. Moi, je suis le premier à dire ça. Papa et maman, c'est les premiers à dire ça, on peut toujours faire mieux. Et puis, c'est de faire cette reprise tranquillement. Donc moi, c'est d'optimiser déjà ce qu'on fait. Comme j'ai expliqué dans d'autres podcasts dans le passé, c'est pas forcément de grandir, de devenir une multinationale, de garder le côté familial, mais toujours qualité. Je pense que c'est vraiment le maître mot. Et puis après, il y a de la pratique. Hein. Moi, j'ai beau avoir les meilleurs papiers de la Terre. J'ai fait une superbe école, j'ai fait mes expériences à l'étranger et autres. Il y a quand même pas mieux que le terrain. Tu vois, moi, j'ai des employés qui sont à la vigne, qui ont jamais... À 14 ans, ils étaient dehors de l'école, mais ils maîtrisent mieux tout ce qui est mécanique et autres que moi, parce qu'ils l'ont fait plus que moi, tout bêtement. Et c'est pas qu'il y en a un qui est plus intelligent ou l'autre plus bête, c'est que tu peux être intelligent dans la pratique, et souvent on l'oublie. Donc non, c'est d'avoir la pratique de l'entreprise qu'on a parlé. C'est clair qu'il y a le côté vinicole et prod, où je suis relativement bon, parce que j'ai fait ça à peu près ces 10 dernières années. Et puis, mais de gérer une entreprise, c'est encore un autre step, quoi. Ouais, parce que tu te détaches un petit peu de la partie opérationnelle, ou en tout cas d'être sur le terrain. Et papa nous a toujours dit, lui, il aimerait plus être dans la vigne, il aimerait faire les effeuilles plus longtemps, il aimerait vraiment passer plus de temps à la vigne. Mais quand tu gères une entreprise, tu gères des employés avant tout, pas malheureusement, mais c'est la réalité de tout chef d'entreprise. Et je pense que c'est intéressant d'être sur le terrain avant, parce qu'une fois que tu prends un rôle qui est plus dans la direction, même si tu restes sur le terrain, mais tu es plus dans la direction, tu dois savoir de quoi tu parles et puis tu dois être pertinent dans les conseils que tu donnes, quoi. C'est drôle, je rigolais là parce qu'on en a parlé hier dans la voiture. On allait faire une petite marche ensemble au Grammont et puis on en parlait justement, c'est assez drôle. Moi, je pense que mon boulot, c'est de faire toutes les choses que les autres ne peuvent pas faire. Pas dans le sens qu'ils ne sont pas capables, mais dans le sens où il faut quelqu'un qui prenne des décisions, qui développe des projets, qui en arrête quand ils ne fonctionnent pas, qui analyse, qui soit critique. Alors, je ne suis pas toujours tout seul à faire ça, évidemment. Toi, tu peux être conseillé. Là, j'ai encore papa et maman qui sont aussi entre guillemets, en arrière-plan pour toujours me rediriger. Mais toutes ces choses-là, c'est moi qui dois les faire. Il y a des gens qui sont super bons à la vigne, qui font entre guillemets que ça, mais parce qu'ils sont meilleurs que moi. Et puis moi, c'est plus de leur dire, ok, on doit faire ça, puis eux, ils doivent l'appliquer de la meilleure des manières. Donc chacun a sa fonction, et puis c'est aussi, je pense, valorisant pour tout le monde dans l'entreprise. On a chacun notre fonction, nos points forts, nos points faibles. Je mentionnais avant que tu nous donnais des coups de main en marketing. C'est pas que j'aime pas ou que je suis pas bon, c'est juste que j'ai besoin de quelqu'un que ce soit son métier, qui soit le meilleur possible. Moi, le domaine de la capitaine, c'est ça l'identité de l'entreprise. Je veux qu'elle fonctionne. Si demain moi je décède, faut que ça continue à vivre. Tu vois, moi c'est vraiment l'objectif, c'est pas le domaine Johan Parmelin. Donc ça c'est vraiment important. Et puis ouais, c'est aussi motivant, tu vois, d'avoir un frère qui monte son entreprise, qui fait plein de projets à côté. C'est aussi, tu vas rencontrer des problématiques qui sont relativement similaires des nôtres, peut-être à différentes échelles, à différents moments. Mais c'est intéressant de partager avec un autre entrepreneur. Donc non, c'est cool. Une question que j'avais pour toi en termes un peu proche du vin, en termes de cépage, ça fait, tu me corrigeras si je me trompe, on a une vingtaine de cépages, ou une bonne quinzaine en tout cas. 23, ouais. Ce qui est assez rare pour un domaine, de manière générale, souvent c'est un peu plus restreint que ça. Est-ce que toi tu penses que tu vas continuer à élargir la gamme, ou au contraire peut-être un peu la restreindre parce que tu as envie de te spécialiser sur certains cépages, la garder comme ça? C'est quoi un peu ta vision à ce niveau-là? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on est en plein dedans maintenant. Justement, quand tu fais la reprise, en fait, tu fais un point de la situation où tu es, et puis tu dis, ok, où est-ce que je vais aller? Quelle est ma vision sur, à court terme, disons 1 année, moyen terme 5 ans, et long terme 10, 20 ans, peu importe. Et concernant cette gamme, moi je suis plutôt à dire, je vais un peu la restreindre. 23-20, c'est une super chance qu'on a, c'est de proposer plein de choses différentes. Moi je ne demande jamais aux clients de tout aimer, c'est comme quand je vais au resto, j'ai mes préférences. Et puis là, c'est exactement la même chose. Mon but, c'est de discuter avec le client, de faire des questions assez généralistes au début, et puis après faire la méthode de l'entonnoir, puis trouver vraiment là où les choses qu'il aime bien, et après d'aller dans cette catégorie de vin là.
et puis qu'il reparte d'ici en ayant trouvé quelque chose qui lui plaise. Donc forcément, je peux pas lui demander de tout aimer. Mais aussi avoir une gamme qui est trop grande, tu perds les gens des fois. Tu vois, tu vas au resto, je prends toujours l'exemple d'un restaurant parce que nous c'est un restaurant mais avec du vin, c'est pas nourriture, c'est boisson quoi. Quand tu as une carte avec 15 milliards de trucs, tu sais jamais quoi choisir. Tu es toujours perdu et puis tu as toujours l'impression que tu as fait le mauvais choix à la fin. Et puis des fois d'avoir moins de choses, nous ça nous permet aussi techniquement de plus nous concentrer sur certaines choses, d'augmenter encore en gamme, parce que c'est dur d'augmenter en gamme sur 23 vins différents. C'est que tu dois être parfait sur 23 vins différents. C'est 23 manières différentes de vinifier en cave. Ouais, puis même en termes de coût, j'imagine que c'est plus efficient d'avoir un peu moins de vin, même si tu le fais pas pour ça, mais techniquement ça t'arrange aussi, entre guillemets, d'avoir une gamme un tout petit peu plus restreinte. Ouais, non, c'est sûr. C'est une grande chance qu'on est en Suisse, c'est assez particulier, vu qu'on a tellement des reliefs différents. Au nord, tu as le Jura, au sud, tu as les Alpes, donc des fois tu as des terrains super sableux, d'autres plus argileux, donc ça fait qu'on a des climats différents, des sols différents, et donc des cépages différents. Et puis c'est une grosse force parce que tu trouves relativement vite quelque chose qui te plaît, parce qu'on a plein de choses différentes. Mais il faut non plus pas que ce soit un point faible à perdre les gens. Donc je pense que 23 c'est un poil trop. Moi j'aimerais bien me situer entre 15 et 20. Je pense que c'est un bon chiffre où tu gardes la variété, mais tu peux quand même être précis dans ce que tu fais. Alors pas qu'on le soit pas maintenant, mais encore plus précis dans la philosophie que tu me demandais avant d'augmenter en gamme sur les prochaines années. Mais non, c'est des beaux défis. Il y a aussi le climat qui change vite. Maintenant c'est toujours un peu le dilemme, quand tu plantes la vigne pour 40, 50 ans, 60 ans. Et puis le climat, il change en 10 ans. Tu vois, maintenant on fait des statistiques, 2 degrés et demi, machin. Enfin, c'est pas ça qui me parle, de dire 2 degrés ou 3, tu vois, mais c'est de dire je plante quelque chose maintenant, mais qui doit vivre encore pendant 40 ans, disons minimum. Ouais, puis ça change beaucoup au niveau de l'arrosage, au niveau de l'entretien, au niveau des maladies aussi. Donc pour toi, c'est un choix stratégique que tu fais maintenant, parce qu'une fois que tu as planté la vigne, tu n'as pas envie de l'arracher dans 10 ans parce qu'au final, tu as pris la mauvaise décision, quoi. Mais aussi, il faut faire quelque chose qui est bon maintenant. Parce que si je vais prendre un cas extrême, 20 ans en arrière, on avait du Cabernet Sauvignon ici, il ne pouvait pas être mûr parce que c'est un cépage qui est plus du sud, qui a besoin de beaucoup de soleil, un peu plus de sécheresse pour faire ressortir la qualité du vin, enfin en tout cas des raisins. Et puis maintenant, avec le changement climatique, tu peux le faire. Et c'est ça qui est intéressant parce que techniquement parlant, tu dois l'anticiper 5, 10 ans en avance quand tu plantes la vigne. Ça prend combien de temps pour les gens qui ne s'y connaissent pas, et moi y compris, du moment où tu décides de planter une vigne au moment où elle produit vraiment, ça prend combien de temps ? Nous, déjà, on a une règle très simple, les 3-4 premières années, on coupe tout le raisin. C'est-à-dire que la vigne doit développer 2 choses. Donc, tout ce qu'on voit à l'extérieur, donc sa taille, les feuilles, qu'elle ait un bon flux de sève, c'est ce qu'on dit, c'est un peu les vaisseaux sanguins de l'humain, mais qu'elle soit belle, forte et structurée. Puis après, il y a tout ce qu'on ne voit pas qui est dans le sol, l'enracinement, qu'elle soit pas sensible dès qu'il y a le moindre petit truc qui lui arrive à mourir, la concurrence avec l'herbe qu'on a en biodynamie chez nous, aller chercher l'eau en profondeur si on a une année sèche, comme cette année par exemple. Donc ça c'est pour les, je dirais, 3, 4, voire même 5 premières années en fonction de l'état de la vigne. Après, à partir de 5 ans, on commence à produire. On va laisser une grappe par bois au début, c'est-à-dire qu'un bois, vous avez une courbure comme ça de la vigne, puis il y a des bois qui partent, puis on laisse une grappe. Généralement, ça fait 6 grappes, 7 grappes par pied de vigne. Donc peu par rapport à une vigne qui est mature. Et après, on laisse plus ou moins le double. Après, on fait des calculs au mètre carré. Nous, on a des grappes de nouveau qui sont moins denses, des grains plus petits, parce qu'il y a la concurrence en herbe. C'est plein de choses techniques, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais disons que c'est comme un enfant, une vigne. Tu peux faire porter un enfant de 12 ans un sac de 50 kilos, mais à 30-40 ans, il a le dos pété. Et c'est exactement la même chose. C'est que tu ne dois pas trop charger ta vigne pour voir dans 40 ans. On ne travaille pas au jour le jour sans voir ce qui se passe au lendemain ou imaginer ce qui se passe au lendemain. Donc c'est important pour la qualité aussi. Tu as une vigne qui est fatiguée, ça va aussi coûter. Tu as une vigne qui ne fonctionne pas, tu dois plus en entretenir. Tu ne vas pas avoir de raisin à la fin, donc tu vas moins produire, donc moins de bouteilles, donc moins vendre. Enfin, c'est un peu tout qui fait l'effet domino. Donc c'est important de bien commencer. C'est quasiment une dizaine d'années jusqu'à ce que le vin la vigne soit vraiment à production optimale, ou 7 à 10 années. Ouais, je dirais 7 ans. À partir de 7 ans, tu commences à sortir des jolis vins. C'est quand même beaucoup, mine de rien. Ouais, ça prend du temps. C'est pour ça que souvent c'est assez drôle. On me dit parce qu'on a des vins relativement plus chers que les concurrents. Alors
il y a plein de raisons qui l'expliquent, mais sans entrer dans les détails, moi, hors vin, hors notre domaine, je dis tout le temps, mais cher, ça veut dire quoi? Parce que tu vois, tu peux boire un vin ou manger un produit qui coûte 5 balles et il peut être trop cher parce que c'est pas bon, tout bêtement. Et puis si tu as quelque chose qui est incroyable, où tu as un beau lieu, tu as des gens qui ont du savoir-faire, qui te le vendent bien, une belle étiquette, une jolie bouteille, enfin tout qui est bien fait, tu peux le payer entre guillemets 100 balles, que ce soit une bouteille de vin ou de la nourriture, ça peut ne pas être trop cher. Alors si tu as les moyens de l'acheter évidemment, mais parce que tu as l'expérience qui va derrière, parce que tu as le plaisir, et puis tes 100 francs que tu as payés sont à la hauteur du plaisir que tu as eu. Et c'est pour ça que je dis toujours, mais trop cher, ça veut tout et rien dire. C'est coûteux, ça c'est sûr. Quand tu as une bouteille à 20 francs, pour certaines personnes, ça peut être cher, et ça je l'entends complètement, mais c'est pas trop cher, dans le sens où c'est trop cher s'il n'y a pas la qualité qui suit. Et moi, j'ose espérer que nos vins sont de qualité. En tout cas, c'est l'objectif qu'on essaye de suivre. Ça, c'est aux gens de nous dire après si c'est pas ce qui leur plaît. Puis on est toujours ouvert à entendre les critiques, forcément pour s'améliorer. Mais ouais. C'est pour ça que tu veux garder une gamme qui est relativement large. C'est pour te dire, il y aura des vins entrée de gamme pour les personnes, peut-être les jeunes, peut-être les personnes qui n'ont pas envie de mettre 25-30 francs dans une bouteille, et puis quand même avoir du premium, en tout cas des collections qui se font sur des plus petites quantités, un peu plus chères, un peu plus qualitatives, si je peux dire, pour une autre clientèle en quelque sorte. Ouais, moi j'ai pas envie de faire de nouveau domaine familial, j'ai envie de toucher de tout et de tout le monde, de faire tout type de vin, des vins qui sont très simples à boire, des vins qui sont pour des gros repas avec des viandes rouges, des vins, maintenant on va sortir petite prémisse, mais sûrement des vins avec des teneurs en alcool plus faibles. Pour les jeunes, les vins en teneur plus faible. Pour tous ceux qui apprécient ce genre de produit, pour moi, le vin, de nouveau, ce podcast, il est fait pour dire que le vin, c'est pas à mettre dans une case. S'il y a des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, d'ici ou d'autre part, qui veulent boire un vin avec moins d'alcool ou avec plus d'alcool. Moi, j'ai des potes, ils adorent les gros vins rouges avec 15 degrés d'alcool. Chacun a son goût, tu vois. Mais moi, c'est de pouvoir proposer des produits de qualité qui plaisent à tout le monde. Enfin, que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît chez nous. Et puis, c'est pour ça justement qu'on a différentes gammes, différents prix, parce que le prix est quand même un facteur qui pèse lors d'un achat. Et puis, on a des vins maintenant qui vont de 15 francs et puis jusqu'à plus ou moins 50 francs. J'aimerais sortir aussi un très haut de gamme qui va sortir, je dirais, dans une année et demie ou deux, qui est déjà en barrique depuis 2 ans maintenant, qui est un super projet. C'est 300 bouteilles d'une parcelle en spécifique, qui est notre meilleure parcelle, seulement les millésimes, donc les années qui sont les meilleures, limitation de récolte, c'est un tri vraiment très pointu, vendange main, c'est vraiment le vin pour moi qui va être le plus quali. Et puis, alors forcément, je ne pourrais pas en vendre à tout le monde, 300 bouteilles. Non. Et pour les gens qui ne s'y connaissent pas, quand tu dis notre meilleure parcelle, tu te bases sur quels critères pour dire que c'est la meilleure parcelle? Meilleure parcelle dans le sens, techniquement, c'est dur de dire meilleure parcelle parce qu'il y a plein de facteurs qui changent chaque année, au niveau du climat, entre autres. Mais c'est des sols qui sont... En fait, il faut que ce soit harmonieux. C'est toujours un équilibre, le vin. C'est que tu as le bon cépage exposé avec le bon ensoleillement. L'année, donc la meilleure année, ça c'est le climat qui choisit, c'est pas nous qui choisissons malheureusement. Avec le bon porte-greffe, la bonne limitation de récolte. Donc il y a certains facteurs que nous on peut choisir. Limitation de récolte, c'est choisir, qu'on en a parlé avant, la quantité de raisin qu'on veut garder. Moins on en a, plus ça va augmenter les arômes et la densité aromatique dans le vin. Ça coûte plus cher à produire, d'où les vins plus chers aussi. C'est la même chose pour le bio, on produit moins parce qu'il y a la concurrence en herbe, donc les vins sont plus chers. Souvent les gens ne comprennent pas. Mais il y a des facteurs qu'on peut choisir, il y en a d'autres pas, puis il y en a d'autres entre deux. Donc nous, c'est d'optimiser tout le processus de tout ce qu'on peut faire. Et puis après, par exemple, si c'est une bonne année, on produit. Puis si c'est pas une bonne année, on va pas produire le vin. Et vraiment de faire un truc top qui sera aussi, une fois que vous achetez une bouteille, c'est que vous rentrez dans cette sélection d'achat. Et après, tant que vous continuez à acheter, vous avez toujours la capacité d'acheter cette bouteille-là. Et puis une fois que les 300 sont vendus, puis que vous les continuez à acheter, faut attendre que quelqu'un sorte. Donc, une sorte de club en quelque sorte. Une sorte de club, exactement. Et puis moi, le but, c'est vraiment d'augmenter en qualité, de faire quelque chose qui me plaît aussi. C'est pas toujours simple entre les vins qui se vendent bien et puis
ceux qui te plaisent en tant que producteur, c'est pas toujours les mêmes. Donc voilà. Ouais. Mais ouais, top. Je sais pas si avant de finir ce podcast, toi, tu veux parler un peu de ce que tu fais au jour le jour, Non, peut-être qu'il y a quelqu'un que ça intéresse. C'est pas forcément lié au monde du vin, donc je vais pas trop l'aborder, mais en tout cas, moi, je reste toujours de toute façon proche du monde du vin en tant que consommateur principalement, mais en tant que membre de la famille, on va dire aussi. Ouais. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que des fois, les gens ils comprennent pas forcément pourquoi. Enfin, moi, de nous, je reviens à la partie business entre guillemets financière, genre pourquoi t'expliquer pourquoi un vin est plus cher. Bah, des fois, on va à la COP, on va dans un magasin, un supermarché, puis on se dit, bah, il est juste plus cher parce que c'est bio, ou il est juste plus cher parce que il a une image de marque, etc. Et je trouve que c'est intéressant que les gens ils comprennent quand même que oui, des fois il y a un petit peu l'image de marque ou des fois le bio peut jouer. Il y a peut-être une volonté des fois de mettre un prix un peu plus cher, mais il y a aussi une réalité de production derrière. Tu l'expliquais avec le cas un peu extrême où tu n'as que 300 bouteilles, tu vas faire beaucoup de choses que tu ne peux pas faire à l'échelle de l'entreprise. Ouais. Et ça, des fois, les gens, ou même moi, hein, sur d'autres produits, on ne voit pas ce qui se passe derrière et du coup on se dit ah bah il a juste mis une étiquette différente, il a dit que c'était premium, il a pris un vin qu'il a mis dans une autre bouteille et puis il met ça le double du prix. Et je ne sais pas si certains le font, mais en tout cas, il y a toujours, je trouve, une réalité derrière qui est dure à voir en tant que consommateur. Et c'est intéressant d'entendre comment tu choisis justement tes vins, le fait que tu fasses à la main intégralement, le fait que peut-être tu as aussi tu parlais des amphores et des barriques. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça prend du temps aussi, donc c'est pas très efficace, on va dire. En fait, tu enlèves la partie efficacité et tu te concentres sur la qualité. Donc des choses que tu peux pas faire à grande échelle parce que ça te prend trop de temps ou d'argent, enfin voilà. Et je pense que c'est important pour que les gens comprennent. Après, de nouveau, comme tu le disais, il ne faut pas faire que des vins qui valent 60-70 balles parce que c'est pas, même moi d'ailleurs, je ne vais pas acheter forcément un vin à 70 balles au supermarché. Moi, dans mon monde à moi, entre guillemets, mon monde à moi, dans mon entreprise, on doit écouter le marché. Dans toutes les entreprises, tu dois écouter le marché avant de mettre tes idées en avant. C'est un peu la base de l'entrepreneuriat. Tu peux venir avec tes idées. S'il n'y a personne qui l'achète, ton idée elle peut être super, mais au final, tu as juste une idée. L'idée, le concept surtout de l'entrepreneuriat, c'est d'écouter ce que les gens pensent, ce que les gens ont envie, voir un peu les différents besoins sur le marché et puis d'y répondre. Donc toi, tu as différents marchés, différents besoins. Tu as la partie peut-être qui cherche des vins un peu plus bon marché. On parle de crise financière, on parle aussi de pouvoir d'achat qui baisse, donc des gens qui veulent du vin je dirais pas bon marché, mais en tout cas qui soit abordable en termes de prix et qui soit facile à boire peut-être. On a une population jeune qui boit moins d'alcool que par le passé, donc aussi trouver comment les intéresser. Peut-être qu'il y a une partie d'éducation, peut-être c'est aussi la teneur en alcool, tu en parlais. Et peut-être tu as toujours cette partie un peu haut de gamme, des gens qui recherchent des vins d'exception, qui ont envie que les vins suisses soient mis en valeur et pas seulement aller voir des vins italiens, des vins français. Donc je trouve que c'est intéressant ton angle où tu as au final différentes gammes qui répondent à différents besoins. Ouais, c'est 100% raison. Ouais. Encore merci déjà pour le podcast et puis merci pour les conseils que tu apportes, c'est toujours cool. Moi déjà je suis hyper content d'avoir un frère qui entreprend. C'est toujours, comme j'ai dit, motivant, peu importe ce qu'on fait, même que je sois employé ou responsable d'un domaine ou autre, je t'admire aussi, donc c'est cool. Et puis ouais, merci vraiment pour tout, merci d'être passé. Je pense que je te réinviterai pour peut-être une partie très business une fois du podcast, là en discutant comme ça. Je sais pas si ça intéresse les gens, c'est à eux de nous dire. Cool. Mais tu vois, par exemple, de faire vous pouvez nous dire aussi en commentaire ce que vous en pensez ou donner des idées. Mais tu vois, de faire par exemple, tu prends une entreprise lambda et puis ou une cave, j'en sais rien, et puis de dire disons j'ai un chiffre d'affaires de temps ou un bénéfice de temps, comment est-ce que je réinvestis, comment est-ce que je travaille avec mes employés, je les motive. Vraiment le côté très entreprise du terme, parce que toi t'es formé là-dedans. Moi ça m'intéresse, après ce que ça intéresse les gens, ils nous diront, mais c'est clair qu'il faut rester réaliste, ça reste une entreprise. Alors on a un produit qu'on adore et qu'on chérit, ou en tout cas qu'on développe tout au long de l'année, donc c'est un processus qui est particulier. Le vin, comparé à d'autres produits alimentaires où c'est plus rapide la chaîne de production, c'est un produit qu'on doit adorer, parce que si on veut travailler dans le vin et qu'on n'est pas d'abord centré sur le vin, sur le produit, ça va pas fonctionner. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même réaliser que c'est une entreprise. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. Après on va pas en parler pendant des heures parce qu'on reste là pour discuter de vin, mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi en tout cas. Nickel. Et j'espère revenir un jour, on verra. Ben oui, je t'en inviterai. Génial. Écoute, merci beaucoup pour l'invite. Et puis laissez-nous des commentaires ou des avis. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas si ces thématiques vous intéressent. T'as une outro ? Non, il n'y a pas d'outro. Ça sera l'outro. Peut-être tu vas faire une outro, genre... ça sera l'outro.